Bonjour et bienvenue du coup à tous sur cette nouvelle visio sur l'analyse sensorielle. On est accompagné par Laure aujourd'hui. Bonjour à Hem, tous. Bonjour Laure. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia. Elle est financée par le CNSA et la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et du département des Hauts-de-Seine. Merci à tous du coup de vous être inscrits et d'être aujourd'hui présents. De mon côté, j'assisterai du coup, enfin je suis Chloé et j'assisterai Laure dans le cadre de la présentation. Donc, s'il y a des soucis techniques ou n'importe quelle question, n'hésitez surtout pas à intervenir via le chat. Je me permettrai ou de couper Laure si ça concerne la présentation, ou de ne surtout pas la déranger si ça concerne des problèmes techniques. Comme ça, je pourrai les gérer avec vous facilement et discrètement surtout. Donc n'hésitez surtout pas à intervenir dans le chat et n'hésitez surtout pas à vous inscrire grâce au lien qui est juste en bas, sur lequel vous pouvez cliquer en bas de la page pour les prochaines visios et ateliers. Nathalie, vous aviez une question, si vous voulez la poser, n'hésitez pas à le faire dans le chat, on pourra y répondre assez rapidement. Laure, je vous laisse vous présenter et puis après Super, commencer, prendre le contrôle du coup sur la présentation dès que vous très bien. avez, dès que c'est tout Donc, bon pour bonjour à vous. tous, je suis Laure Compas, je suis diététicienne nutritionniste et on va passer cet avant-goûter ensemble pour pouvoir étudier, tester ensemble comment nous mangeons, ce qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas un aliment et pourquoi notre organisme, du moins le haut, là, le côté, mandibule, gorge, arrière-gorge, nez, nous permet de connaître un aliment et savoir si on l'aime ou si on l'aime pas et surtout s'il est bon ou pas pour notre santé. Parce qu'en fait, on sait aussi que si vous sentez quelque chose, une huître, un fruit de mer ou même voilà, on sait dire que, ça va pas être pour nous, que ça a une odeur particulière et donc on sait s'arrêter à temps. Voilà, même si des fois effectivement on ne s'arrête pas à temps parce que, il y a pas l'odeur. Et donc on va prendre en compte tous ces paramètres pour savoir ce qui fait que nous aimons ou que nous aimons pas et peut-être comprendre aussi comment prendre conscience de ce que l'on mange. Parce que, beh, on mange par réflexe, c'est vital pour notre santé. Nous avons besoin d'apports énergétiques pour pouvoir permettre à notre organisme de fonctionner normalement et donc entre ce qui est vital pour notre organisme, bon pour notre santé, ce que notre cerveau réclame et redemande, eh bien, il y a toujours une petite marge de manœuvre et donc quand on fait les choses par habitude, en fait, on oublie de se demander si vraiment on aime ou on n'aime pas, si on a mangé suffisamment ou pas, si on a pris le temps de manger ou alors est-ce que, on a pris le temps de faire quelque chose pendant notre temps de repas? Ce qui est aussi des fois le cas et auquel cas, on va se souvenir de ce que l'on a fait sur ce temps du repas, mais pas forcément de ce que l'on a mangé. Et donc, si je vous pose la question de ce que vous avez mangé ce midi, j'espère que vous savez tous me répondre ou noter à côté de vous ce que vous avez mangé. Mais si je vous pose la question de ce que vous avez mangé hier soir, il est possible que vous me disiez ce que vous étiez en train de faire, ce que vous avez regardé à la télé, avec qui vous étiez, mais pas forcément. Ouais, je vois Chloé qui réfléchit. Et effectivement, on ne se souvient pas forcément de ce qu'on a mangé hier soir. Donc voilà. Donc c'est vrai que le repas, l'instant repas, c'est pas seulement ce qu'on se met en bouche, c'est l'intention qu'on y met, parce qu'on se prépare à manger, ou on va choisir quelque chose, soit tout prêt, soit on va aller au restaurant et on choisit parmi la carte, soit aussi on va décider de s'orienter vers tel plat plutôt qu'un autre. Voilà, avec je répète, une fonction de préparer ou pas. Et puis c'est aussi, est-ce que c'est un moment donné où on se pose? Est-ce que c'est un moment donné où on mange sur le pouce parce qu'il y a mieux à faire et qu'il y a autre chose de plus intéressant ou de plus urgent? Voilà et donc tout ça rentre en compte sur le fait que j'aime pas, je sais que j'ai mangé intellectuellement parlant ou pas. Est-ce que mon organisme a vraiment mangé ou pas? Parce que si je vous pose la question de ce que vous avez mangé hier soir et que vous ne savez pas me dire ce que vous avez mangé hier soir, ça veut dire que vous étiez sur autre chose. Donc votre tête, votre cerveau n'a pas conscientisé le fait qu'il a mangé. Donc au repas suivant, il va manger plus ou alors il ne saura plus faire le lien sur ce qui est réellement important pour lui. La quantité, si on a besoin des fois de plus gras ou plus sucré en fonction de notre état général, enfin voilà. Et c'est vrai qu'on est bien fait, c'est-à-dire qu'on mange, mais en fait, tout notre corps, tout notre cerveau va nous permettre d'avoir des informations pour savoir de combien j'ai faim, de ce que j'ai envie de manger ou pas, vers quoi je vais m'orienter et effectivement, l'instinct fait que, on fait des choses par habitude et on ne le fait plus en conscience de ce que l'on est, de ce que l'on vit. Donc ça, c'est important. Donc je vous propose justement, par le biais de quelques petits exercices,
de reprendre conscience de ce qui se passe dans notre bouche, avec notre nez, avec ce genre de choses, pour voir si on ne peut pas mettre ça en pratique sur les repas suivants pour que demain matin, vous vous souveniez de ce que vous avez mangé ce soir. Que goûtons-nous? En fait, quand on dit: ben je goûte» ah pardon, Laure, oui, il oui, faut que vous preniez le contrôle sur la présentation, juste pour pouvoir faire passer les slides du coup et qu'on les voit. bien évi ça Voilà, y est? Merci beaucoup. super. Donc que goûtons-nous? En fait, on remarque que quand on dit que l'on goûte quelque chose et quand on dit: «J'aime» ou «J'aime pas cet aliment», c'est pas seulement lié à ce que l'on met dans la bouche. C'est lié aussi à ce que notre nez nous dit, ce que notre arrière-gorge nous dit et c'est aussi lié à notre cerveau. Si je vous demande quel est votre plat préféré, eh bien, souvent, le plat préféré est synonyme d'un moment, de quelqu'un, parce qu'on associe ce moment, ce plat à quelque chose. Le gâteau de notre grand-mère qui est bon et qui était bon et elle ne savait pas la recette parce qu'elle faisait ça comme ça en disant: «Bah, tu mets un peu de ci, un peu de ça, un peu de machin et voilà». Eh bien ça, vous le retrouverez jamais parce que c'était lié à votre grand-mère. Votre grand-mère ou pas, vous ne le retrouverez pas de la même manière. Quand on dit que c'était mieux avant, que les tomates étaient meilleures avant, voilà, c'est parce que ça fait référence à un moment de vie que l'on a particulièrement apprécié. Donc finalement, quand on goûte quelque chose, on goûte un souvenir ou on goûte quelque chose de nouveau. Vous avez exactement la même chose avec une musique. Vous avez des musiques qui vont vous interpeller, ça va vous rappeler un moment de vie, bon ou mauvais, mais ça va faire une relation. Il y a des Thérèse musiques Thérèse nous parle de la Madeleine de Proust dans le chat. exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Et on a tous une Madeleine de Proust qui fait relation avec quelque chose. On a tous aussi quelque chose que l'on n'aime pas, des aliments qu'on n'aime pas ou des recettes qu'on n'aime pas, soit parce que c'est vraiment lié à une odeur, soit c'est lié à une texture, soit c'est lié à un moment qui n'était pas très agréable. Et donc voilà. Et donc tout ça fait aussi que finalement, quand on goûte quelque chose, c'est pas seulement l'aliment qu'on met en bouche, c'est une fraction de plein d'informations qui viennent se mêler, se mélanger pour constituer le fait que vous aimez, vous n'aimez pas, vous goûtez pas. Voilà. Et en fait, c'est nos 5 sens. C'est-à-dire que les 5 sens, c'est vraiment l'odorat, le toucher, ce qu'on met en bouche, le visuel et l'auditif qui vont nous faire percevoir quelque chose. Quand vous préparez à manger, le fait de cuisiner, de couper quelque chose, de faire rissoler, vous allez avoir finalement un son. Si l'eau doit déborder quand on fait des pâtes, on entend d'abord l'eau qui déborde plutôt que le voir. Quand, on va, par exemple, manger les enfants, pourquoi ils aiment manger dans les fast-food? Parce que vous mangez avec les mains et que c'est autorisé en plus. Pourquoi on est tous fans du pique-nique? Parce que c'est dehors, il y a un côté spontané, on mange avec les doigts, on mange des choses qu'on ne mangerait pas forcément habituellement. Donc tous nos sens vont rentrer en action. Il y a des aliments, on va d'abord les sentir et se dire: «Alors ça sent vraiment pas bon». Et puis d'autres où ça sent hyper bon et finalement vous êtes déçus. Parce que l'odeur est pas en relation avec finalement ce que vous allez goûter. Donc tout ça fait que nos 5 sens vont rentrer dans le «j'aime, j'aime pas». Le visuel, un étalage qui est bien présenté, une assiette au restaurant qui est bien présentée, ça vous donne de l'appétit. Manger votre tranche de jambon dans le paquet dans la barquette en plastique, même avec un petit cornichon et un petit morceau de persil, ça fait pas, ça va pas. Donc tout ça, ça va jouer. Donc alors le premier test, on ne peut pas le faire en direct parce que ça serait, faussé, mais amusez-vous à le faire lors d'un apéro. Vous prenez le même jus de fruits. Il y en a un, vous versez quelques gouttes de colorant alimentaire qui fait qu'il va être rouge et l'autre, il est jaune ou orange. C'est exactement le même. Ce qui change, c'est la couleur. Donc la couleur ne change pas l'aspect du produit. Pensez à bien checker les 2. Sinon effectivement, ça ne fait pas le même, ouais. La couleur ne va pas changer l'aspect du produit, la texture, rien. Mais vous allez voir que parce qu'on a une couleur différente, on va chercher dans nos souvenirs des relations avec des fruits qui sont vous faites la même chose avec des légumes, hein, qui sont en adéquation avec la bonne couleur. Donc si vous mettez un jus d'orange, tout le monde va savoir que c'est du jus d'orange. Si vous mettez un mélange de jus de fruits, des fruits tropicaux ou, je sais pas moi, clémentine, orange, voilà, vous allez voir qu'autour de la table, en fonction des souvenirs des uns et des autres ou de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas, ce sera peut-être plus la saveur, ananas du tropical qui va ressortir, un autre, ce sera peut-être plus le pamplemousse, un autre voilà. Et donc c'est vrai qu'on se on si vous êtes 5 ou 6 autour de la table, vous verrez que ce qui sort en premier c'est pas forcément la même chose pour tout le monde, rien que sur un multifruit. Et si vous prenez ce même jus, mais avec quelques gouttes de colorant alimentaire rouge,
vous allez voir qu'en fait, on va chercher un goût de, heu, de fruits rouges, de fraises, de cerises, de choses comme ça. Alors qu'en gros, vous n'avez rien changé. Mais le visuel fait que ça va vous donner une information sur ce que vous devez rechercher par rapport à vos souvenirs, par rapport à votre cahier des charges, je dirais, de références alimentaires, alors qu'on n'a pas changé. Et faites-le, vous allez voir, c'est bluffant. C'est pareil et alors ceux, je dirais, qui sont le moins attentifs à la couleur, c'est les tout petits. Les enfants, en fait, comme ils n'ont pas une mémoire, olfactive suffisamment développée quand ils sont vraiment tout petits, eh bien, ça limite la recherche, en fait, donc ils ne s'arrêtent pas à la couleur. Alors que nous, en grandissant, on s'arrête d'abord à la couleur et la couleur, alors que vous n'avez pas changé de jus, rien, va même des fois vous dire: «Ah ben c'est plus sirupeux, c'est plus, voilà», alors que limite c'est le même. Donc faites cette expérience et vous allez voir que finalement sur nos 5 sens, le visuel va donner une information très importante aussi à ce que l'on accepte ou pas de se mettre en bouche ou si on va aimer ou pas aimer, ce que l'on ingère. Donc ça vraiment, c'est déjà un test assez intéressant et ça vous permet de vous rendre compte qu'on est un peu faussé en fait. Notre tête nous câble différemment. Laure, Nathalie nous dit: «Je comprends, je J'ai pas suis le chat aveugle». qui s'affiche. Ah ça y Bah, est. je vous le lis comme ça. Ah ça y est, ça y est. Oui, dites-moi. Ça y est, c'est tout bon? Je suis aveugle et au départ, ça a été au départ, très perturbant. Effectivement, parce qu'en fait, vous êtes obligé de faire appel à des souvenirs sans le visuel et donc ça trompe et pour peu que finalement il y ait pas de visuel dès le départ eh bien on n'a pas de le référentiel est faussé puisqu'il vous manque un sens. Mais par contre, ça c'est intéressant aussi parce que j'imagine que vous, Nathalie, vous devez profiter de façon exacerbée des 4 autres sens pour valoriser le «j'aime, j'aime pas». Puisque, beh, il vous en il on l'organisme est très bien fait, on aurait tendance à compenser ça. Et donc c'est vrai qu'en fait, on n'a pas tous le même goût et on n'a pas tous le même odorat. Et c'est ce qui est perturbant aussi. C'est quelqu'un va vous dire: «Ah ben moi je sens ça». Ben non, mais moi pas du tout. Moi je goûte ça. Ben non, pas du tout, en fait. Et on imagine que les autres, finalement, vont tester la même chose que nous, ont le même référentiel que nous, mais même au sein d'une fratrie, on n'a pas forcément le même référentiel. Et donc ça joue. Donc les différences entre les gustateurs, les dégustateurs, finalement, c'est l'olfaction et la dégustation. On a des perceptions innées et on a des différences d'appréciation qui sont soit acquises par notre vécu, notre culture, enfin voilà, comme je disais tout à l'heure, soit qui sont en cours d'acquisition. Parce que toute notre vie, finalement, il y a des choses qu'on n'a pas aimées et qu'on aime maintenant, ou des choses qu'on aimait bien et qu'on n'aime plus. Soit parce qu'on en a trop mangé, soit parce que finalement, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas mangé et le fait de les percevoir dans un contexte qui est différent, eh bien, ça ne nous convient plus. Voilà. Et puis, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a quand même de plus en plus la chance d'avoir on est multiculturel au niveau des goûts et des saveurs, puisque on ne cuisine pas seulement français et que le plat préféré des Français, c'est le couscous. Donc ça veut vraiment dire aussi que quand vous vous baladez, on ne choisit pas un restaurant, on choisit ce qu'on va manger. Et ça va aussi jouer sur le fait que nos habitudes alimentaires, nos capacités gustatives et d'olfaction vont forcément évoluer parce que, ça permet aussi de pouvoir, checker si ça va ou si ça va pas et la façon dont c'est préparé va vous dire aussi que, par exemple, la blanquette de votre grand-mère, elle était bonne, alors que la blanquette de votre petite fille, elle était pas aussi bonne. Pourquoi? Pour qu'est-ce? C'est autrement, c'est différent. Donc ça, c'est à prendre en compte également. Ce qui se passe aussi, et là vous le voyez, c'est que finalement, vous voyez, vous avez 8 points d'accroche au niveau des saveurs, au niveau des récepteurs que l'on peut avoir. Donc on en a dans le nez, on en a sur notre langue et sur notre langue, il y a différents capteurs en fonction de si on est au début de la langue, je vous montrerai pas ma langue, mais au début, milieu et fin et sur les côtés. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle l'arrière-gorge et l'arrière-nez et donc ça descend jusqu'à la trachée. Et donc ces différents points font aussi que vous avez des aliments que vous n'allez pas percevoir dans un premier temps, mais c'est en déglutissant que vous allez avoir une sensation en bouche et que vous allez percevoir un goût. Et d'autres, vous allez tout de suite le percevoir et ensuite il y aura plus rien. Donc en fonction de l'aliment, en fonction
de ces différents capteurs et je dirais de la sensibilité que nous avons sur ces différents capteurs, eh bien, on va percevoir différentes choses. Donc nos papilles gustatives, en fait, elles marchent sur différents points. Elles marchent parce qu'on a un certain nombre de capteurs. On a aussi un nombre de capteurs qui va faire que certaines personnes vont avoir des zones plus prononcées que d'autres et d'autres font que les papilles gustatives vont être plus ou moins efficaces en fonction de la salivation, en fonction de tout ça. D'ailleurs, quand on est malade, on ne goûte pas la même chose. Ça veut dire que ça a vraiment un impact aussi sur la perception, sur la sensibilité. Donc là, ce que je vous propose, c'est faire un test avec le carré de chocolat. Donc là, on va faire, soit vous le coupez en deux, soit vous en avez deux. Et vous allez déjà, alors je ne sais pas si vous me voyez, vous allez déjà le tenir en main et le sentir, savoir si ça sent quelque chose ou pas en fonction du type de chocolat que vous avez. Il y en a qui vont vous dire, ça sent plus le lait si c'est un chocolat au lait, l'autre, ça sent fortement le cacao, enfin voilà. Et donc, le chocolat va déjà avoir une odeur qui va être différente en fonction du degré de cacao, en fonction du type de chocolat, s'il est nature ou s'il est aux noisettes, et voilà. Ensuite, vous allez voir que est-ce que quand vous le tenez dans la main, est-ce que c'est doux, pas doux, rugueux, lisse? Ça va jouer également. Ensuite, vous allez voir comment ça fond. Alors là, effectivement, on est au mois de fin mars et il fait pas très, très chaud, mais il y en a déjà certains chocolats, vous pouvez avoir des marques sur vos doigts en fonction de si c'est du chocolat avec du lait, très noir, pas noir, en fonction de votre température corporelle. Et donc là, ce que je vous propose, c'est que vous preniez un morceau de chocolat et vous le croquez. Et là, vous voyez ce que ça fait en bouche. Alors prenez le temps de le croquer. Alors sinon, il faut aller en prévoir 2, Chloé. J'aurais dû vous dire 2. Donc voilà. Et donc là, le fait de le mastiquer, le fait de saliver, vous allez voir si l'odeur que vous aviez qui était plus lait, chocolat, voilà, est-ce que ça répond bien au niveau des papilles de votre langue et au niveau des papilles de l'arrière-gorge? Est-ce que c'est en cohérence avec ce que vous avez senti? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors voilà, Laura qui a une pointe de sel, effectivement, tout d'un coup, ça fait un arrière-bouche. Mais je suis persuadée que Laura, la pointe de sel, tu l'as eu en deuxième effet qui se coule et pas au tout début. Voilà. Donc ça va jouer. Donc quand vous l'avez terminé, ce morceau de carré, ce petit bout de carré de chocolat, vous mettez un petit mémo pour me dire terminé. Et comme ça, on pourra passer à la deuxième étape avec le. Et est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez l'impression, en fonction du carré de chocolat que vous avez, est-ce que la saveur chocolat est plus prononcée au démarrage ou à la fin? Moi, Et c'est donc là plutôt à la fin pour le coup. voilà. Mmh. Mais parce que souvent, on ne prend pas le temps de le manger, le carré de chocolat. On Ouais. le mange par réflexe. On ne l'a pas senti, on n'a pas mis tout ça en place pour Mmh. savoir si effectivement on aimait ou on n'aimait pas. Et c'est pareil, c'est la subtilité. Vous avez des gens qui vont vous dire: «Ah non, mais moi le 98 de cacao, waouh, ou le 70 de cacao, waouh, 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 waouh» et puis d'autres, ils vont vous dire: «Ah non, mais en fait, moi, c'est trop fort» parce qu'en arrière-bouche, c'est ce qui reste et là, c'est trop prononcé. Donc on est tous très différents en fonction de la perception qu'on va avoir et en fonction aussi de ce qu'on a l'habitude de manger. Si vous prenez que des chocolats noirs extra, noirs, et bien finalement le jour où vous avez un chocolat au lait, ou un chocolat qui va être «moins cacaoté» entre guillemets, limite ça va vous sembler un peu fade. Et l'inverse, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger du chocolat noir avec un pourcentage très prononcé va vous dire: «Ah non, ça reste en bouche, ça va pas». Donc voilà. Et finalement, le chocolat noir va rester plus longtemps en bouche sur une fin chocolat, alors que sur le chocolat au lait, ce qui restera en bouche, c'est plus la saveur lait, la douceur du lait en fin de dégustation. D'accord? Maintenant, pas la même chose, moi je renifle et ça prend beaucoup de temps car dégustation. Bah oui, Nathalie, vous, c'est encore différent. En fait, on a tous à apprendre de Nathalie. Et donc là, maintenant, vous allez faire exactement la même chose, mais je vais vous demander de boucher votre nez. Et donc vous allez mâcher vous allez mastiquer et saliver auprès de ce morceau de chocolat, ce deuxième morceau de chocolat, mais vous allez vous boucher le nez et donc vous allez voir est-ce que vous percevez la même chose ou pas? Est-ce que la saveur en fin de bouche
est la même? Est-ce que le côté plus prononcé, par exemple, sur qui reste en bouche sur le chocolat noir est aussi intéressant ou pas du tout? Je vous laisse tester. Et là, vous voyez, finalement, on mange plus vite. On a du mal à respirer. Voilà, alors déjà, vous avez du mal c'est pour ça que moi je ne le fais pas là parce que comme j'ai déjà le nez bouché, si vous voulez, c'est foutu. Oui, oui, oui. Mais effectivement, c'est nettement moins intéressant. Le côté prononcé, on ne l'a pas. Donc ça veut vraiment dire que ce que vous goûtez, c'est en lien avec votre nez. Quand vous êtes enrhumé, ça marche pas. C'est pour ça. Et par exemple, pour les gens qui ont un covid long, en fait, quand ils vous disent: «Beh, je goûte pas», non, c'est je ne goûte pas et je ne sens pas. Les Mmh. 2 sont vraiment en interaction. Et ce qui est étonnant, c'est que quand j'avais le nez bouché, je sentais rien dans ma bouche. J'avais des sensations juste de la texture, mais pas du goût. Exactement. Et c'est dès que je me suis débouché le nez que j'ai commencé à sentir De nouveau, ça revient tout de suite. Donc c'est vraiment lié et en le fait, ce qui se passe et le covid, les co le la pathologie du covid qui au début vous faisait que les gens n'avaient pas de goût et pas d'odorat, nous a appris beaucoup parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les personnes il y a des personnes qui vous disent: «Beh, moi, elles sont pas gourmandes, passer à table, c'est vraiment parce qu'il faut manger mais c'est pas leur truc», enfin voilà et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient vraiment une absence de sensibilité ou une sensibilité minimum au niveau du nez et donc elle ne goûtait pas. Donc le côté, se faire une bonne bouffe, c'est inintéressant au possible, sauf avec les gens avec qui vous êtes, mais sinon, qu'on vous serve tout et n'importe quoi, ça joue et la texture va aussi rentrer en compte. C'est que vous avez des gens, parce que la texture est toute molle, les aversions alimentaires, souvent, c'est des aversions alimentaires liées à une texture et pas à un aliment à proprement parler. Quand je dis aversion alimentaire, ça veut dire qu'il y a un aliment qui est écœurant, qui ne vous plaît vraiment pas. C'est physique, vous savez pas l'expliquer et donc souvent, c'est lié à une texture et les enfants ont très vite compris ça. Vous avez des gamins qui mangent pas de la purée ou alors qui ont du mal à passer aux morceaux parce qu'il y a une sensibilité qui se fait pas et donc le covid nous a appris en fait qu'on devrait pouvoir, il faudrait entre guillemets, valoriser les tests au niveau du goût et de l'odorat dès la naissance pour évaluer s'il y a si les gamins ou si les enfants, finalement, ont une sensibilité cohérente ou pas. Parce que vous avez des enfants qu'on a du mal à nourrir parce que c'est pas ça les intéresse pas ou alors ça va les intéresser parce qu'il y a que des choses très salées ou très sucrées. Sinon, ils perçoivent pas l'entre-deux. Donc ça va jouer, ça. Donc il faut vraiment le prendre en compte. génétique, là? Ça peut être génétique. Effectivement, on imagine que ça peut être génétique, mais comme on fait le test de l'audition, il faudrait faire la même chose. Ça peut être génétique. D'accord. Alors, on est au début des recherches, mais il y a vraiment une association, qui donne beaucoup d'informations à ce niveau-là, qui a été mise en valeur depuis le covid et c'est passionnant parce qu'en fait, on se rend enfin moi, en tout cas, qui suis diététicienne avec des gens qui peuvent avoir soit des problèmes de poids, d'excès de poids ou de sous-poids, finalement, on se rend compte que ça, c'est à prendre en compte dans la balance, alors qu'avant, on n'en parlait même pas. Où on en parlait quand vraiment vous aviez des gens qui avaient perdu pour X ou Y raison, un accident ou ce genre de choses, qui avaient perdu le goût ou l'odorat. Mais sinon, on n'en parlait pas. Et maintenant, ça fait partie des questions que je pose, alors que je ne les posais pas il y a encore 3 ans. C'est Donc c'est fou. vraiment intéressant. Donc Mmh. vous voyez que finalement, quand on goûte quelque chose, le j'aime, j'aime pas, c'est aussi est-ce que je sens ou est-ce que je ne sens pas? Et si vous avez pas d'odeur, vous allez manger très vite ou vous allez pas manger parce que c'est insignifiant, c'est insipide ou alors vous allez vous mettre à en manger beaucoup plus pour essayer de percevoir le minimum, quoi. Donc c'est à double tranchant. Donc vraiment, essayez de refaire ça sur certains aliments que je dirais que vous pouvez consommer vraiment plaisir en se disant: «Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? Ou est-ce que ou est-ce que je mets le nez dans ce paquet de gâteaux?» par réflexe, quoi. Souvent, c'est réflexe. Voilà. Et donc, vous voyez, au niveau de notre nez, on a des tas de petits capteurs, de petites cellules sensorielles qui sont comme des petits plumeaux, qui nous permettent aussi d'analyser ou de faire remonter l'odeur que la salive nous redonne. Et c'est ce qui fait aussi que certains fumeurs, une fois qu'ils arrêtent de fumer, vous disent: «Ah ben de nouveau, je regoute ou je ressens». Mais en fait, c'est juste que ces capteurs, par le biais de la fumée de cigarette, étaient de moins bonne qualité et donc il faut pouvoir les remettre en action et ils seront toujours là, il y aura toujours de quoi. Après, ils sont plus ou moins efficaces en fonction de si on fume, en fonction des pathologies ou en fonction de notre sensibilité.
Donc voilà, donc il y a les cils olfactifs qui vont nous permettre aussi de valoriser cette odeur. Donc le pouvoir sensoriel de notre langue joue aussi. Vous voyez, alors si je vous donne un exemple qui est pas très glamour, aujourd'hui j'ai le nez pris, je mouche beaucoup, j'ai la langue qui est un peu pâteuse. Eh bien, le fait d'avoir la langue un peu pâteuse, un peu rigide, j'ai beau me laver les dents, j'ai beau il n'empêche que c'est pas terrible, je ne goûte pas les choses de la même manière. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la langue, nous avons un certain nombre de capteurs exponentiels qui, en fonction là où ils se situent, vont nous donner des informations sur le produit, sur le goût, sur le j'aime, j'aime pas et sur la sensation que ça va vous procurer. Donc là, ce que je vous propose, c'est de prendre un raisin sec et ce raisin sec, vous allez le mettre dans la bouche, ne pas le croquer, mais le faire tourner dans votre langue. Comme si c'était, vous savez, des fois les petits bonbons à la menthe là, mais vous le faites tourner et là, vous allez voir que le raisin sec, alors raisin sec, c'est plein de micros, c'est plein de, c'est très chaotique en fait si vous le regardez. Ça a plein de petites formes, c'est sec, ça a plein de petits, de petites vaguelettes et beh, là, quand vous allez le mettre en bouche et que vous allez le faire tourner, vous allez vous rendre compte que finalement, les petites vaguelettes, les petits trous et ce genre de choses, on a l'impression qu'ils sont énormes. Alors que quand vous l'avez comme ça, c'est ridicule. Mais parce que vous allez le faire tourner, alors des f l'humidité va permettre aussi à ce raisin, finalement, de regonfler un petit peu, mais aussi il va vous permettre votre langue est faite de milliards de capteurs, qui fait que vous allez arriver, alors que comme Nathalie, alors que vous n'avez pas le visuel, à appréhender la structure. Voilà, on salive plus effectivement, Pierre, mais voilà et le fait d'avoir cette salivation, plus le fait que ça bouge sur votre langue, eh bien, vous allez être réceptif de ça. Et donc, c'est ce qui fait que des fois, quand vous avez, par exemple, certaines personnes vont vous dire: «Ah ben moi les pêches j'aime bien, mais les brugnons j'aime pas. Ou les nectarines j'aime, les» parce qu'en fait, le côté un petit peu de la peau, le côté va être accentué par votre langue, comme vous le venez de le voir avec le raisin sec. Et donc, c'est vrai que la langue, elle donne aussi une information qui va vous dire: «J'aime» ou «J'aime pas» ou qui va aussi pouvoir vous dire: «Ah ben non, là, il y a quelque chose qui va pas». Soit parce que la texture est pas normale par rapport à votre cerveau et ce qu'il a comme information et ce que ça devrait être. Soit, vous voyez quand, vous mangez si par exemple il reste un micro bout de coquille dans la mousse au chocolat, c'est votre langue qui va le percevoir et ensuite indirectement, c'est vos dents parce qu'elle va venir la langue va le bifurquer cette micro coquille sur les dents pour vérifier qu'il y a bien quelque chose. Voilà. Et effectivement, Christine, vous trouvez que c'est pas agréable parce que ça demande une gymnastique importante et c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de le manger. Le raisin sec, on le gobe. On ne fait pas tout ce travail-là. Alors, je ne vous demande pas à chaque fois que vous mangez un raisin sec de faire le truc, hein. Mais l'idée, c'est de comprendre pourquoi ce que notre langue nous apporte aussi comme information dans le fait de tester quelque chose, un aliment. Donc, vous imaginez que si vous avez une langue qui a été, vous avez eu un coup de chaud, des fois on se brûle la langue. Donc, si vous avez une langue qui a été un peu brûlée, donc les récepteurs sont mis à mal, plus le fait de parler comme ça parce que vous êtes malade, il y a rien. C'est néant. Donc voilà. Donc là, on a vu quand même que l'odeur joue, que la langue nous donne de l'information sur la texture, savoir si j'aime ou si j'aime pas. Donc franchement, c'est vraiment ce raisin sec qui nous permet d'évaluer le côté, le potentiel de notre langue qui peut être très important. Donc le message gustatif, on voit que sur la langue, il y a différents capteurs qui sont tellement petits que vous ne les percevez pas et qui vous permettent de faire remonter l'information à votre cerveau et donc votre cerveau, finalement, c'est comme s'il arrivait à faire un zoom et à grossir ce qu'il avait en bouche grâce à votre langue. Et donc c'est les récepteurs, les bourgeons olfactifs qui vont vous permettre d'avoir une information sur la texture, sur le côté chaud ou froid aussi de l'aliment que vous êtes en train d'ingérer. Ensuite, nous avons les nerfs trijumeaux. Les nerfs trijumeaux, c'est ce qui fait que tout d'un coup, vous allez avoir le côté piquant, le côté, pétillant aussi de certains bonbons, ou par exemple, je pense au gingembre confit. Tout d'un coup, ça va avoir un côté pétillant et donc là, je vous invite à voir le citron, soit le morceau de citron que vous mettez en bouche, soit le petit jus de citron et là, vous voyez, rien que de mettre le citron à côté de vous, il y a déjà une salivation qui se met en route parce que votre tête sait que c'est acide. Et donc, il y a un coup d'avance pour préparer votre bouche à accepter cette acidité. Et ensuite, quand vous allez le mettre en bouche tel quel, ça va vous piquer aux yeux.
Et quand ça va vous piquer aux yeux, c'est les fameux nerfs trijumeaux qui vont se mettre en émoi et qui fait que vous allez ressentir du picotement et vous auriez pareil sur du gingembre confit. Et c'est assez perturbant parce que finalement, c'est ces nerfs trijumeaux qui font que vous allez avoir une interaction tout de suite, spontanée, très rapide, alors que vous allez voir qu'ils ne sont pas forcément sur la langue. Mais le visuel, l'intellect les mettent en route, alors que sur d'autres choses, si vous mangez un cake au citron, par exemple, vous n'aurez pas ça. Parce que c'est pas assez prononcé. Et des fois, on se fait avoir. Vous vous faites avoir aussi quand, par exemple, vous avez une recette qui va être trop épicée. Là, c'est ça qui se met en route et vous faites avoir parce qu'il y a pas forcément l'odeur qui va avec ou le visuel et on pèle les oignons et qu'on pleure, finalement, c'est aussi nos 5 sens qui se mettent en route. Là, c'est pas les nerfs trijumeaux qui se mettent en route, mais c'est les répercussions que nous avons sur nos mains, sur nos yeux, qui font que ça se met en route, tellement ça peut être subtil. Donc les nerfs trijumeaux, le test, c'est le citron ou le gingembre confit. Vous pouvez pareil faire tester. Vous allez voir, ça donne un côté pétillant et si vous de nouveau perte olfactive après coup et de nouveau si vous prenez le citron et que vous vous bouchez le nez, vous allez voir que ça fait pas du tout le même effet. Le côté pétillant n'existe plus ou le côté très acide ou très piquant, vous l'avez nettement moins. C'est pour ça que quand vous mangez un plat épicé, on vous demande de pas boire. Parce que si vous buvez, en fait, vous réactivez tout ça. Alors que si vous mangez de la mie de pain, ça absorbe, ça canalise ces fameux nerfs. Ça va, vous pleurez pas trop? Parce que je vous vois pas alors. Donc les nerfs trijumeaux, c'est ce qui permet d'évaluer finalement ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas et donc ils sont ciblés vraiment en arrière-nez et d'ailleurs, c'est ce qui fait quand vous faites le fameux test Covid, le petit goupillon, ça vous fait pleurer. Parce qu'on va toucher très, très loin et donc on interagit avec les différents nerfs et donc souvent quand vous mettez à avoir la larme à l'œil, c'est que c'est bon, c'est qu'on a touché le point sensible. C'est exactement la même chose pour les nerfs trijumeaux, c'est-à-dire qu'il y a un capteur que l'on ne sait pas définir, mais qui permet tout de suite de se mettre en émoi parce qu'on sait d'avance, le cerveau prend possession du reste. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, comment on les utilise? En fait, l'idée, c'est de se dire que pour un même aliment, il peut y avoir différentes sensations en fonction de ce que l'on goûte, de ce que l'on ne goûte pas, en fonction si on a le nez bouché ou pas, et en fonction de la sensibilité que l'on va avoir au niveau des capteurs. Et on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Donc, on n'a pas, et une même sensation ne sera pas forcément identique en fonction de si l'aliment il est cuit, il est cru et comment il est préparé. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc là, on va faire le test du Michoco. Michoco ou M&M's. Est-ce que vous avez les Michoco ou est-ce que vous avez les M&M's? Et en fait, donc là, on va faire soit vous en avez 2, soit vous en avez qu'un et vous allez le partager en 2. Alors attention sur les Michoco, parce que s'il y a un appareil dentaire, ça peut être compliqué. Ou sinon, vous pouvez le couper au couteau. Et donc, je vais vous demander de goûter le premier ou le premier morceau en tout cas. Et là, vous allez le mastiquer. Comme vous avez fait pour le chocolat, c'est-à-dire que vous allez le mastiquer. Et là, vous allez sentir, en fonction du Michoco ou du M&M's, qu'est-ce qui ressort le plus? Est-ce que c'est le chocolat? Est-ce que c'est le caramel? Est-ce que c'est la cacahuète qui prend le dessus? Et donc là, de nouveau, le fait de mastiquer, vous induisez une salivation et donc vous allez avoir un mélange d'informations qui fait que ça va se développer à la fois un peu dans l'arrière-gorge et en même temps sur l'avant, l'arrière de votre bouche. Ça colle pas trop? Parce que le Michoco, ça colle franchement, hein. C'est plus facile de manger un M&M's. Alors qu'est-ce qui ressort quand vous avez mastiqué ce bonbon? Prenez votre temps, hein, je tousse. Je suis désolée Nathalie. Bon, c'est bien, vous prenez le temps de bien le mastiquer, de bien le manger, c'est super. Et donc c'est là aussi où ça vous montre qu'on aurait tendance à manger trop vite.
Et le fait de manger plus doucement, de bien mastiquer, vous allez saliver et ça va donner une information à votre estomac qui va finalement mettre en route de l'acidité pendant 20 minutes. Donc et c'est indirectement ça qui va vous permettre de savoir si, j'ai encore faim ou pas faim. C'est-à-dire qu'on a 20 minutes qui vont induire à la fois de combien je mange et d'avoir une sensation de rassasiement dans les 3 à 4 heures qui suivent le moment où vous avez mangé. Plus vous mangez vite, plus vous allez avoir faim de nouveau rapidement. Parce que votre cerveau, il n'a pas eu le temps d'intégrer et parce que l'acidité va être après coup. Donc va accentuer une digestion rapide. Et souvent, si on mastique pas assez, beh, finalement, soit on va être très vite repu, soit finalement, on va manger plus au repas suivant parce qu'il nous manquera du temps. Effectivement, je suis d'accord avec vous, Pierre, c'est d'abord caramel et ensuite chocolat sur le mi-choco quand on le mastique. Est-ce qu'il y en avait qui avaient le cerveau jamais content? Oui. Oui, alors il y a aussi ça, il y a aussi des personnes qui de toute façon vont avoir un cerveau qui ne sait pas trop, comment se positionner parce que, «Attendez Pierre, n'en reprenez pas un autre tout de suite! Attendez, j'ai une deuxième chose à vous demander sur le deuxième». Et donc c'est vrai qu'en fait notre cerveau, comme je disais, il est pas toujours il est on n'est pas égaux et donc vous avez des gens, par exemple les chocos qui a été mangé tout doucement, ils vont vous dire: «Ah ben c'est largement suffisant», puis d'autres, il en faudra 2 ou 3, même mangés doucement parce que la tête a décidé qu'il en fallait plus. Donc là, on va suivre Pierre, on va manger le deuxième ou le deuxième M&M's en fonction de ce que vous avez choisi et là, par contre, vous allez le laisser fondre et là, vous allez voir ce qui prend le premier et comment ça se passe et est-ce que déjà vous allez réussir à le laisser fondre jusqu'au bout? C'est moins sûr. Et là, c'est pareil, pensez à le faire tourner avec la langue pour avoir vraiment ces sensations. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, on n'a pas les vidéos. Ça pourrait être intéressant d'avoir les vidéos pour voir si tout le monde, peut. Alors Pierre, il dit chocolat puis caramel, vous l'avez sucé vachement vite, votre votre Michoco Pierre. Et là, effectivement, ça s'inverse. La tendance s'inverse puisqu'on aurait tendance finalement ce qui va fondre d'abord, c'est le chocolat sur le mi-choco et sur le M&M's et ensuite, finalement, il vous reste plus que le côté, le côté caramel puisque le reste a fondu. Donc il y a pas ce mélange qui fait qu'à un moment donné, on a un doute et finalement le chocolat prend le dessus. Là, c'est chaque étape par chaque étape et ce qui est compliqué sur le M&M's, c'est que finalement, on croque la cacahuète de toute façon. Donc voilà. Et effectivement, comme dit Arlette, on a envie d'y revenir parce que, c'est le carré de chocolat, il va souvent par 2 quand même, hein. Il va pas tout seul, c'est rare qu'il aille tout seul. Voilà. Donc là, vous avez pu quand même évaluer que, en fonction de quelque chose que l'on va croquer ou quelque chose que l'on va sucer, la perception va être différente, la notion d'évaluation du goût, des sensations, olfactives va être différente aussi et donc c'est ce qui fait que des fois, vous avez des gens qui, vous disent: «Ah ben moi, le chocolat, je l'aime, mais alors, tel type de chocolat et quand ils font dans la bouche» et d'autres vont vous dire: «Ah ben non, moi, il faut que ça soit croquant, il faut que» voilà et ça rentre aussi dans la perception de ce que j'aime pas. Quand vous mangez une cacahuète, vous mangez pas une cacahuète, vous mangez une petite poignée de cacahuètes souvent. Et donc c'est parce que vous en avez plusieurs en bouche que ça va se mélanger, que ça va faire si vous avez qu'une seule cacahuète finalement, c'est comme le grain de raisin, vous allez d'abord avoir le côté très salé et puis après, il y a plus grand chose. Alors que plusieurs, entre le moment où vous mastiquez, ça avance. Donc voilà. Donc c'est vraiment intéressant d'essayer de percevoir tout ça et c'est ce qui fait que si on se posait tous la question de comment on l'aime, comment on le perçoit et voilà, on aurait, autant de variations qu'il y a de personnes à cette intervention puisque, à cette conférence, puisqu'on a tous une perception différente, une image différente et ça nous fait des fois référence à autre chose. Le michoco, c'est vraiment, c'est notre jeunesse ça, c'est nous quand on était gamin quoi. Donc, heu, donc voilà.
Donc, comment savourer ce que nous consommons? Bah, il faut le savourer, je dirais, en pleine conscience ou du moins y mettre les formes. Et ça, c'est important. On a vu que finalement, nos 5 sens avaient une importance technique parce qu'ils nous permettent d'évaluer si j'aime pas et pourquoi j'aime pas. Notre cerveau va nous faire des références par rapport à ce qu'on a déjà goûté ou pas goûté ou dans quel contexte on l'a goûté. Et donc, tout ça mis bout à bout, vous permet d'évaluer ce que vous aimez, ce que vous aimez pas et pourquoi vous les aimez ou pourquoi vous les aimez pas. Pourquoi aussi vous avez des gens qui sont, je dirais, curieux de manger des choses, nouvelles et d'autres pas du tout. Parce que la sensibilité n'est pas forcément la même ou n'est pas forcément adaptée à faire référence à des nouvelles choses et ça joue aussi. Et on voit que, chez certains enfants qui ont mangé toujours la même chose, c'est très difficile, passé 5, 6 ans, de leur proposer quelque chose de nouveau parce que justement leur base de données intellectuelle n'est pas faite et donc ils n'ont pas de référentiel. Et entre 5, 6 ans, c'est un peu l'âge de la néophobie alimentaire, le peur de l'empoisonnement, et ce genre de choses, donc c'est pas du tout le bon moment. Et par contre, vers, 7, 8, 9 ans, ils sont capables de vous faire des mélanges type, Nutella camembert ou des choses comme ça. Ça fait partie aussi de l'expérience de développer, à développer aussi en fonction de l'âge et il y en a chez qui ça reste parce qu'ils aiment les mélanges sucrés salés ou ce genre de choses et vous en avez d'autres, ils n'aiment absolument pas ces mélanges-là. Donc ça va jouer. Donc ce qui est vrai, ce qui est important, c'est vraiment, je me répète, hein, c'est vraiment d'essayer d'avoir 20 minutes minimum par repas, c'est-à-dire de prendre son temps. On a vu tout à l'heure que si on mange en faisant autre chose, finalement, on se souvient de ce que l'on a fait et on ne se souvient pas forcément de ce que l'on a mangé. Donc l'idée, c'est d'être dans un cadre qui nous permet quand même d'être conscient de ce que l'on a. Alors, ça peut être si on est tout seul pour manger, c'est un peu compliqué parce que, c'est long 20 minutes et que des fois manger devant, une série télévisée ou une émission à la télé, ça permet aussi de réguler nos repas. Parce que des fois, on n'a pas forcément faim ou envie de manger, donc ça nous permet de rythmer notre journée en fonction des repas. Donc là, essayez quand même d'avoir plusieurs petites choses avec différentes textures pour que vraiment vous puissiez déguster vos aliments. Si vous devez manger en 20 minutes, un steak haché et de la purée, c'est compliqué parce que la palatabilité, elle est toute molle, c'est lisse. Donc finalement, vous n'avez pas besoin de mastiquer, vous n'avez pas besoin de faire un effort, ni de couper finalement. Donc ça va être beaucoup plus vite. Donc dans ces cas-là, en entrée, essayez d'avoir une crudité ou essayez d'avoir des concombres ou des choses comme ça qui vont vous obliger là à mastiquer, donc à prendre un peu plus de temps. C'est pareil, une pomme. Une pomme, si vous la mangez, soit vous allez la croquer, sinon vous allez la couper en quartiers, retirer la peau, voilà, ça prend du temps et donc vous allez la manger au fur et à mesure. Si vous mangez une compote, vous allez finalement faire quelques coups de cuillère parce que c'est déjà lisse, c'est déjà préparé et le jus de fruits, finalement, en 2 gorgées, c'est terminé. Donc voilà, et c'est ça aussi va jouer sur le fait que vous allez percevoir des informations en fonction de la texture, en fonction aussi de la disposition dans l'assiette. Le fait de savoir si on va se lever ou pas se lever. Des fois, le fait de se lever fait que le cerveau se dit: «Bon, je passe sur un autre aliment. Est-ce que j'ai encore faim ou pas faim?» Mais toutes ces informations en ayant 20 minutes minimum par repas de mastication et de pouvoir déguster les aliments, de pouvoir soit les toucher, soit les couper, soit voilà, va vous permettre aussi d'évaluer en mastiquant de combien vous avez faim. Est-ce que vous avez encore faim ou plus faim? Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose à votre plateau repas ou pas? Donc ça, c'est vraiment important. Les envies. Alors souvent, on caractérise les envies, la version femme enceinte, parce que la femme enceinte, tout d'un coup, elle va avoir envie de fraises, elle va avoir ou alors elle va avoir des écoeurements ou des odeurs qui tout d'un coup vont faire que, ça va lui couper l'appétit, ça va l'empêcher de manger. En fait, on en a tous ça, des envies, des choses particulières où on se dirait: «Ah bah tiens, si je me faisais plaisir, je mangerais ça». Eh bien, il faut savoir s'écouter aussi, parce que c'est ce qui fait aussi que vous allez augmenter votre panel d'interaction intellectuelle sur ce que vous mangez, sur ce que vous goûtez, sur les conditions dans lesquelles vous mangez. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, moi quand j'étais petite, ma grand-mère m'emmenait au salon de thé et mon petit plaisir, c'était de ne manger que la moitié de la pâtisserie parce que l'autre moitié, la dame, elle l'emballait, vous savez, en forme de cône avec un petit donc ça faisait comme un petit sac comme ça, vous voyez?
j'ai pas de dessin, mais vous voyez, finalement, ça reposait, c'est un cône, enfin, ça fait comme une petite pyramide. Elle mettait le petit, elle le fermait tout en haut et puis ça faisait comme un petit sac, quoi. Et alors là, moi, mon plaisir, c'était quelques heures après de réouvrir ça et de pouvoir terminer ça. Parce que je trouvais que la façon dont c'était emballé, enfin voilà. Et donc ça faisait aussi partie du fait, vous voyez, ça me fait saliver. Donc ça fait aussi partie de ça qui fait que tout d'un coup, il y a un décorum, il y a une façon qui va vous rappeler un souvenir qui fait que tout d'un coup, vous allez aimer ça. Pourquoi? Pour qu'est-ce? Il y a une sensibilité avec ça. Donc s'il y a des envies particulières, eh beh, il faut en jouer. Par contre, il faut en jouer en mettant le décorum. Si vous avez envie de manger un gâteau cet après-midi, alors là, vous avez mangé du chocolat et tout ça, mais si par exemple vous avez envie de manger un gâteau, alors généralement c'est pas un, c'est plusieurs, et que, bah, vous vous dites: «Non, il faut pas. Non, j'ai pas le droit, j'ai déjà mangé, c'est pas la peine». Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous planquer dans le placard et vous allez manger vos gâteaux comme ça, vite fait, bien fait, et voilà. Donc vous allez culpabiliser de manger ce gâteau, ces gâteaux. Alors que si vous mettez vos gâteaux sur une belle petite assiette, sur un petit plateau, alors, je dis pas mettre la rose avec le soliflore et voilà, mais si tout d'un coup, vous y mettez les formes et vous arrêtez vraiment ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir manger ce biscuit, alors s'il fait beau chez vous, ça peut être dehors ou voilà, et bien, vous allez pouvoir apprécier ce gâteau, ces biscuits, et peut-être qu'un seul suffira ou que 2 suffiront. Peut-être que vous n'irez pas au bout. Donc ça va vraiment donner une information sur de combien j'ai besoin et de savourer, dans tous les sens du terme, ce moment. Alors que si vous le mangez en cachette, eh bien finalement, vous culpabilisez, vous n'avez pas passé un bon moment et gustativement, il y a comme une notion de pas assez. Donc faites attention à ça. Quand on a des envies, il faut en jouer, il faut y mettre les formes, les décorums pour éviter que finalement ça part en compulsion ou à un moment donné en dégoût. Voilà. Et il faut respecter nos goûts et nos dégoûts. Et il faut accepter aussi de tester certains aliments plusieurs fois avec des techniques de cuisson, des recettes différentes, parce que c'est aussi ce qui fait qu'on va, quand on aime par exemple des haricots verts, on peut les aimer avec un petit beurre persil, on peut les aimer en vinaigrette, on peut les aimer sous forme de fagot avec le petit lard autour. Enfin voilà, donc il n'y a pas une façon d'aimer les haricots verts, il y a plusieurs façons d'aimer les haricots verts, par exemple, et c'est à vous d'évaluer ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Donc ça, c'est vraiment important. Et quand je vous disais, quand on dit c'était meilleur avant, c'était pas forcément meilleur avant, mais ça c'est associé à un souvenir et que c'est la tête qui prend le dessus. Et on parle de c'était mieux avant pour la bouffe, pour l'alimentaire, pour ce que vous aimez pas. C'était mieux avant pour je dirais, le travail, c'était mieux avant sur les conditions de vie, c'était mieux avant forcément, puisque ça fait appel à des souvenirs qui sont des bons souvenirs. Et on a tendance, heureusement parce qu'on est, l'être humain est plutôt bien fait et quand même, une, une positive attitude qui nous caractérise finalement, et donc on a quand même tendance à garder le bon et à occulter le mauvais. Donc comme on se raccroche à ce qui était bon, forcément l'instant présent nous semble pas aussi doux et aussi, sympathique sur certains points parce que le les références d'avant étaient vraiment, top quoi. Donc voilà. Donc c'est aussi à nous de créer nos références maintenant, nos bonnes références maintenant. D'où l'intérêt quand on peut, de manger à être plusieurs à table, d'avoir des moments de convivialité, de partage, parce que ça rentre aussi dans les souvenirs que l'on se fait. Et d'ailleurs, quand on est nombreux autour de la table pour les jours de communion, les repas de famille et ce genre de choses, souvent les moments où on prépare et les moments où on fait la vaisselle après sont aussi des grands moments qui participent indirectement à cette notion de: «On a passé un bon moment». Oui, on a bien mangé, mais il y avait tout un ensemble qui fait que c'était un bon moment. Donc effectivement, il faut valoriser le moment présent sans forcément toujours faire référence à ce qui était mieux après, pour pouvoir rebondir sur le fait que ça, c'était mieux, et donc ça nous aide à aller vers le reste. Et puis surtout, il faut jouer sur la curiosité gustative. Essayez quand même de tester, et quand vous testez, essayez de tester dans les conditions qu'on a pu faire cet après-midi pour percevoir exactement ce qui vous fait plaisir, pas plaisir, à quel sens ça fait référence, et est-ce que tout d'un coup, le fait de goûter certaines choses vous rappelle, vous remémore certains sujets, certains points, certains souvenirs, et donc ça, c'est aussi intéressant.
Donc je vous invite quand même ce soir à prendre le temps de faire un beau plateau repas, à prendre le temps de manger, doucement, de mastiquer doucement, et puis peut-être, de vous mettre une ou 2 friandises pour continuer de goûter, savoir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, nez bouché, salivation, tout ça pour voir si, vous avez, ça vous met en émoi ou pas du tout, en fait. Merci beaucoup Laure, c'est super. Ça m'a fait manger du chocolat alors que j'avais pas prévu d'en manger, mais c'est pas grave. Ça te fera un souvenir du chocolat. C'est ça. Non, mais du coup, la tablette est à côté de moi, c'est très compliqué. Bah, merci beaucoup, merci à tous d'avoir été aussi impliqués dans le chat. On a eu plein de commentaires. On va prendre quelques minutes quand même pour répondre à Je vos suis là pour questions. répondre aux questions Voilà, justement, on a le temps là, il faut pouvoir en et profiter, c'est maintenant qu'on va en avoir. si vous avez des commentaires ou autres, on va consacrer quelques minutes à tout ça. J'en profite juste pour vous mettre à l'écran, du coup, le petit questionnaire de satisfaction que je vous mets également dans le chat. Il est très important pour nous, il est très important pour Laure, il est très important aussi pour, nos financeurs. L'idée, c'est vraiment d'avoir un retour sur ce que vous avez pensé de la conférence d'aujourd'hui et savoir si vous avez des idées de thématiques pour de futures conférences. N'hésitez surtout pas, je vous ai mis également le lien dans le chat. Vous Alors retrouverez effectivement, cette oui, je me permets juste, Thérèse dit qu'elle a appris à manger en pleine conscience grâce à la sophrologie et à les méditations et en fait, c'est ça et les moines, par exemple, qui mangent en silence, très ouais, lentement, c'est aussi ça, c'est essayer de se nourrir de peu parce que finalement, bah, comme on est conscient de ce que l'on mange, on adapte au mieux à nos dépenses énergétiques et à nos besoins réels. tout à fait. Mais ça implique, du coup, de prendre le temps constamment. Exactement et notre Et société n'est pas faite pour ça. C'est-à-dire que maintenant, on rentre pas forcément chez soi le midi manger, quand on est en activité professionnelle. Souvent, on mange à la gamelle ou sur le pouce, ce qui fait que des fois, on mange en travaillant ou alors on va être dans des cantines ou dans des restaurants collectifs ou dans des restaurants qui peuvent être des fois très bruyants et finalement, on mange tous à des horaires prédéfinis en fonction de notre planning. Ce qu'il faudrait, c'est manger en fonction de notre sensation de faim et de satiété et pas mmh, forcément à un rythme régulier. Mais ça, effectivement, d'ailleurs, on le voit bien, le week-end, on a tendance à décaler nos repas ouais, ou en vacances aussi pour pouvoir s'écouter. complètement, Donc à la complètement. retraite, c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'écouter, il faut manger quand on peut, quand on veut, quand on a envie. Vous retrouverez du coup cette visio, sur la chaîne YouTube de Gwendoline Cotterêts, donc vous avez le lien là à l'écran. Je vous le remettrai tout à l'heure pour que vous puissiez la voir. Mais voilà, si vous souhaitez partager la visio de Laure, ou si vous souhaitez la revoir parce que vous avez arrêté des choses ou que vous voulez refaire les exercices, n'hésitez pas. La visio sera dispo d'ici quelques jours, donc voilà. Et vous avez également, en lien, à l'écran, le livre audio et le podcast de Gwendoline Cotterêts et Isabelle Palassin, Ça déménage, qui parle du coup du déménagement des seniors. La prochaine visio, c'est le jeudi 30 mars à 10h30. Ce sera sur organiser ses vacances en ligne. Donc pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien juste en bas de l'écran. Je vais également vous le mettre dans le chat. Et j'en profite du coup pour remercier à nouveau nos financeurs, que sont le CNSA et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et le département des Hauts-de-Seine. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui.